Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le géant pharmaceutique Sanofi a annoncé son objectif de développer 5 vaccins innovants d'ici 2025, tout en mettant l'accent sur la technologie de l'ARN messager. Parallèlement, Christine Coton, biostatisticienne expérimentée, a publié un ouvrage critiquant les essais cliniques de certains vaccins pour leur déviation méthodologique. Sanofi, le géant pharmaceutique français, cherche à se positionner en tant qu'acteur clé dans le domaine des vaccins, en déployant une nouvelle stratégie basée sur l'ARN messager. Cette ambition a été dévoilée lors d'une conférence d'investisseurs où l'entreprise a annoncé son intention de mettre en œuvre au moins 5 nouveaux programmes de phase 3 pour des vaccins novateurs d'ici 2025. Ces vaccins ciblent des maladies telles que la bronchiolite chez les jeunes enfants, le pneumocoque et la fièvre jaune. Cependant, lors d'une interview accordée la semaine dernière à The Epoch Times, la biostatisticienne Christine Coton a mis en garde contre les erreurs méthodologiques dans les essais cliniques de vaccins. Dans son livre récemment publié « Tous vaccinés, tous protégés », chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée, elle critique vivement les essais cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech, soulignant des biais méthodologiques majeurs et des omissions dans le rapport d'effets secondaires graves. Il n'y a aucune démonstration statistique, on va dire preuve statistique qu'il y a un effet sur les formes graves. Pour la bonne raison qu'il n'y en a pas eu assez dans l'essai clinique pour prouver une différence entre le placebo et le vaccin. Vous avez un cas sévère pour le vaccin et 3 pour le placebo. Et à chaque fois sur 18 000 personnes. Donc sur 36 000 à peu près participants à l'essai, vous avez 4 cas sévères. Donc il a été impossible dans l'essai de démontrer une quelconque efficacité du vaccin sur les cas sévères. Sanofi, qui a précédemment échoué dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19 utilisant l'ARN messager, compte désormais s'appuyer fortement sur cette technologie. L'entreprise s'est fixée pour objectif de générer un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros dans le secteur des vaccins d'ici 2030. Jean-François Toussaint, responsable mondial du pôle recherche et développement des vaccins chez Sanofi, a présenté des résultats prometteurs pour un vaccin intranasal contre le virus respiratoire syncytal qui pourrait entrer en phase 3 d'essais cliniques dès l'année prochaine. Toutefois, alors que Sanofi progresse dans le développement de ces vaccins, Coton attire l'attention sur la nécessité d'une rigueur méthodologique dans les essais cliniques. Donc il faut que le monde de l'industrie pharma prenne connaissance de tout ça, puisque en fait, si on reproduit cette façon de fonctionner, c'est-à-dire des essais bâclés en très peu de temps avec des méthodes foireuses, on va avoir sur le marché, à partir de maintenant, que des produits potentiellement inefficaces, voire toxiques, puisqu'ils n'auront pas été testés dans des conditions permettant d'être sûrs de l'efficacité ou de la tolérance. Elle critique en particulier la gestion de certains sites ayant participé à l'essai clinique du vaccin Pfizer-BioNTech, qui ont selon elle manqué de transparence concernant la déclaration des effets secondaires graves. Les remarques de Coton suggèrent que les sociétés pharmaceutiques doivent maintenir un haut niveau d'intégrité dans la conduite de leurs essais cliniques pour garantir l'efficacité et la sûreté des vaccins, un enjeu qui pourrait être crucial pour Sanofi, alors qu'il s'efforce de devenir un acteur majeur dans ce domaine. Et en Suisse, lundi et mardi dernier, des représentants de différents ministères pékinois se sont rendus à Berne pour s'entretenir de questions économiques et politiques. Si la Chine s'est dite disposée à redonner de l'importance à des échanges, elle a mis son veto à la participation des représentants des organisations des droits de l'homme suisses à cette rencontre. À l'heure où le département de l'économie de Guy Parmelin tente de moderniser l'accord bilatéral de libre-échange signé en 2014 avec la Chine, des voix critiques s'élèvent contre cette coopération économique honteuse qui perdure alors que la persécution des Ouïghours, des Tibétains et des Falun Gong a toujours cours en Chine. Pour certains politiciens, les dialogues sur les droits de l'homme amorcés de façon régulière par la Suisse ne seraient qu'un prétexte pour faire des affaires avec l'Empire du Milieu, à l'abri des critiques. Selon un communiqué de presse du département des Affaires étrangères, un dialogue organisé en début de semaine dernière entre Pékin et Berne a permis d'aborder des questions portant sur les droits civils et politiques, la liberté d'expression et l'état de droit. Les droits des minorités ethniques ou religieuses ou encore des femmes auraient également été évoqués. Le département des Affaires étrangères précise des contextes de violation des droits de l'homme spécifiques, comme celle des Tibétains, des Ouïghours de Hong Kong ainsi que des cas individuels, ont été approfondis lors des discussions.
Mais en dépit des apparences, la Chine n'était pas forcément prête à affronter la question des droits de l'homme dans son ensemble. En effet, avant la rencontre, Pékin avait d'emblée mis son veto à la participation des organisations non gouvernementales que le département des Affaires étrangères suisse voulait convier pour l'occasion. La Société pour les peuples menacés, Amnesty International, l'Association Ouïghour Suisse, la Société d'amitié suisse tibétaine et l'International Service for Human Rights avaient l'intention de soulever des questions épineuses, comme celle des camps de travaux forcés, celle de l'extinction culturelle au Xinjiang, ou encore celle de l'intimidation des Tibétains en exil en Suisse, ou de la peine de mort souvent appliquée dans l'Empire du Milieu. Aux yeux de Célina Morel, de la Société pour les peuples menacés, le fait que la partie chinoise ait déjà peur d'un échange anodin avec les associations des droits humains n'est pas vraiment un signe d'intérêt sincère pour un dialogue critique. La Suisse confronte la Chine à la question des droits de l'homme depuis 1991 déjà. Des politiciens de gauche, comme la conseillère nationale verte Sibel Arslan ou le conseiller national socialiste Fabian Molina, affirment que ces dialogues ne sont qu'un prétexte des représentants suisses de l'économie pour pouvoir faire des affaires avec la Chine sans être critiqués. À l'heure où la Suisse tente de renforcer sa coopération avec l'Empire du Milieu, en modernisant l'accord bilatéral de libre-échange de 2014, Fabian Molina a recommandé la voie de la fermeté. Si la Chine ne fait pas de concessions en matière des droits de l'homme, il n'y aura pas de majorité pour un accord de libre-échange étendu, ni au Parlement, ni au sein du peuple. L'association Ouïghour Suisse ainsi que d'autres organisations ont appelé mercredi à une manifestation autorisée sur la place fédérale afin de protester contre la répression chinoise. En outre, très prochainement et comme chaque année, les pratiquants de Falun Gong de Suisse se réuniront à Karnhausplatz, à Berne, pour commémorer le début de la persécution du Falun Gong en Chine, le 22 juillet 1999, et demander au Conseil fédéral d'aider à mettre fin aux prélèvements forcés d'organes, perpétrés à grande échelle dans l'Empire du Milieu, et ciblant principalement des pratiquants de Falun Gong. Et voici un extrait de notre prochain épisode de British Thought Leaders. Lee Hall de NTD s'est entretenu avec Marius Ballot, qui a été emprisonné à tort en Chine pendant 8 ans. Dans sa première interview à la télévision anglaise depuis sa libération, il parle de la façon dont il a surmonté son épreuve et de son cheminement jusqu'à la guérison. Que diriez-vous à quelqu'un qui envisage d'aller travailler en Chine ou à un Européen ? Je dirais que la Chine est comme un champ de mines. Vous ne savez jamais quand vous allez marcher sur une mine et si elle prendra votre pied ou votre vie. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé tout à coup enfermé sur une chaise métallique, interrogé et condamné à 8 ans de prison, tout à fait à l'improviste. Je savais qu'il y avait ça brillait, vous savez, c'est beau et ça a l'air beau, joli et brillant de l'extérieur, c'est ce qui m'a attiré. Vous savez, les très très grands immeubles et la possibilité d'obtenir un bon salaire en enseignant l'anglais avec peu d'efforts, de pouvoir s'offrir à peu près tout ce que l'on veut. Et tout le monde veut être ami avec vous. Les Chinois sont très amicaux. Le système ne doit pas être confondu avec le peuple, même si c'est ce que veut le système. Mais il est évident qu'il faut faire une distinction. Par exemple, ici, en Grande-Bretagne, dans tous les pays démocratiques, les partis existent pour servir le peuple. Les partis sont donc en dessous du peuple. Je viens de Roumanie, et pendant la période communiste en Roumanie, on essayait de faire en sorte que le parti et le peuple soient au même niveau. Le parti et le peuple. Mais en Chine, c'est l'inverse. Le peuple est au bas de l'échelle, et tous n'existent que dans un seul but: servir les intérêts du parti. Le parti essaie donc de leur inculquer cette façon de penser, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Et cela devient de plus en plus dangereux, même pour nous, ici en Europe, parce que les tentacules s'étendent de plus en plus. Et croyez-moi, quand je dis que nous vivons une époque très, très dangereuse. Qu'avez-vous ressenti à votre retour en Roumanie ?
Oh, Lee, j'ai immédiatement eu l'idée qu'une fois rentré, je devrais partir en pèlerinage et marcher 1 kilomètre pour chaque jour où j'ai été injustement détenu dans cette prison. 8 ans. Ça fait donc 2922 jours. J'ai marché pendant 2922 kilomètres. J'ai entrepris ce pèlerinage qui a duré 1 mois. Je voulais visiter toutes les prisons de Roumanie où des personnes ont été détenues à l'époque communiste. Des prisonniers politiques et d'autres, torturés et tués. J'ai donc organisé ce pèlerinage pour visiter tous ces lieux. En gros, j'ai traversé la Roumanie. Pour vous donner une idée, 2900 km, c'est-à-dire de Londres jusqu'à la République de Moldavie, à la frontière avec l'Ukraine. Chaque jour, le dimanche, je lisais, j'allais à l'église et j'avais un jour de repos. J'ai dû m'arrêter à un moment donné parce que mon genou gauche commençait à me faire mal. Évidemment, je veux dire que je n'avais pas marché du tout depuis presque 8 ans. Et d'un coup, j'ai marché 2000 km en l'espace de quelques mois. J'ai donc attendu. Je n'ai pas marché pendant 1 mois. J'étais dans un hôtel quelque part et je suis resté là. Au bout d'1 mois, j'ai repris la marche. J'ai quitté Cluj, ma ville natale, le 29 mai, il y a exactement 1 an, et je suis revenu le 1er décembre. Et mardi, la police de Hong Kong a perquisitionné le domicile familial de Nathan Law, un militant pro-démocratique exilé au Royaume-Uni. Cette perquisition intervient après que les autorités chinoises ont lancé une prime de près de 120 000 € pour son arrestation, ainsi que celle de 7 autres militants en exil. Pour en savoir plus, Mark Saba, directeur pour le Royaume-Uni et l'Union européenne de la Fondation du Comité pour la Liberté à Hong Kong, s'est entretenu avec NTD. Bonjour Mark, c'est un plaisir de vous parler. Le frère et les parents du militant hongkongais Nathan Law ont été emmenés pour être interrogés. Nous avons appris hier matin que sa famille avait été convoquée à Hong Kong pour être interrogée. Nous n'avons pas pu vérifier cette information de manière indépendante, mais elle a été rapportée par de nombreux médias. Si c'est le cas, il s'agit d'une escalade choquante dans la manière dont les autorités de Hong Kong traitent les dissidents ou les militants pro-démocratie qui ont quitté Hong Kong. Le Parti communiste chinois a-t-il l'habitude d'utiliser ce genre de tactique ? En Chine continentale, c'est très courant. C'est courant en Chine du Nord, par exemple, et certainement en Chine continentale. Mais ce que cela montre essentiellement, c'est que la Chine continentale est maintenant à Hong Kong, et que la politique un pays, deux systèmes en place depuis 25 ans est complètement et totalement morte. Le Royaume-Uni a déjà reproché à la Chine d'avoir violé la déclaration conjointe sino-britannique qui contient la promesse d'un pays et de 2 systèmes. Hong Kong étant censé continuer à jouir de certaines libertés. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que c'est la fin de la politique un pays, deux systèmes, et que la déclaration sino-britannique a été déchirée, puis déchirée à nouveau, puis piétinée, puis estampillée, puis déchirée à nouveau. Je veux dire par là que les autorités de Hong Kong travaillent manifestement sur ordre du gouvernement de Pékin. Elles ne respectent pas la loi fondamentale et les lois de Hong Kong. Elles ne cessent de les modifier, de les tordre, et de les retourner, afin de persécuter et de poursuivre les personnes qui dénoncent leur comportement et l'intrusion de la mission de Pékin à Hong Kong. Dans ce contexte, le Parti communiste chinois va-t-il durer encore une dizaine d'années, d'après vous ? Qui voudrait prédire combien de temps le Parti communiste va survivre ? Je pense que pour survivre pendant les 70 prochaines années, comme ils l'ont fait, la répression va devoir augmenter en Chine continentale. Ils ne peuvent pas se libérer économiquement sans permettre aux gens d'avoir une vue sur le monde. Et plus la Chine s'ouvre au commerce international et aux affaires,
plus les étudiants partent à l'étranger, plus les étrangers viennent et investissent, plus les Chinois verront qu'il y a une autre façon de vivre et qu'il n'y a pas d'obligation spécifique pour la Chine de contrôler les médias et de contrôler la liberté d'expression et de mouvement. Il sera donc de plus en plus difficile de maintenir l'autorité totale du PCC, sans devenir encore plus brutal à l'égard des libertés civiles. Pour aider la famille de Nathan Law à Hong Kong, que devrait faire le gouvernement britannique maintenant? Je pense que la première chose que les gouvernements devraient faire est d'accorder à Nathan Law la citoyenneté britannique immédiate. Pas seulement à lui, mais aussi aux autres Hongkongais qui sont poursuivis par les autorités de Hong Kong avec des primes et des mandats d'arrêt. Par ailleurs, le gouvernement britannique devrait immédiatement convoquer l'ambassadeur chinois pour qu'il explique en détail pourquoi ils poursuivent les membres de la famille d'une personne qui ne vit plus à Hong Kong et pourquoi ils causent une telle détresse à quelqu'un qui est censé être en sécurité à l'intérieur des frontières britanniques. Par ailleurs, le moment est venu pour le gouvernement britannique d'exiger que tous les juges britanniques à Hong Kong, qui perçoivent encore un salaire des autorités hongkongaises, démissionnent immédiatement de leur poste et déclarent qu'il est absolument inacceptable que des juges britanniques siègent dans les tribunaux de Hong Kong. Et un procès contre le géant de la technologie Cisco a été relancé. L'entreprise de San José en Californie aurait aidé la Chine à persécuter un groupe spirituel. L'affaire avait été classée sans suite il y a près de 10 ans. Aujourd'hui, les juges reprennent l'affaire. Selon une cour d'appel américaine, une action en justice accusant Cisco de contribuer à la violente persécution du Falun Gong par le régime chinois peut aller de l'avant jusqu'au procès. Le Falun Gong est un groupe religieux lourdement persécuté en Chine depuis 1999. Ses adeptes ont intenté une action en justice en 2011 contre Cisco et ses deux anciens dirigeants, John Chambers, PDG de longue date, et Freddie Chung, alors vice-président de Cisco pour la Chine élargie. Les plaignants sont 13 ressortissants chinois et un citoyen américain, Charles Lee. L'action en justice allègue que l'entreprise a fourni des technologies pour aider les autorités communistes chinoises à mettre en place un vaste réseau de surveillance afin d'identifier et de suivre les adeptes de Falun Gong et de faciliter leur arrestation et leur torture. Le 7 juillet, la Cour d'appel fédérale a estimé que les allégations des plaignants étaient suffisantes pour que l'affaire soit poursuivie, annulant ainsi une décision de 2014 d'un tribunal de district inférieur qui avait rejeté l'affaire. Dans son avis rétablissant l'action en justice, la juge Marsha Berdin a écrit « Nous concluons que les allégations des plaignants considérées comme vraies sont suffisantes pour fonder une plainte plausible selon laquelle Cisco a fourni une assistance technique essentielle au Dujang du Falun Gong en sachant que les violations du droit international que sont la torture, la détention arbitraire, les disparitions et les exécutions extrajudiciaires risquaient fort de se produire. Le terme Dujang est un terme utilisé par le Parti communiste chinois pour désigner les campagnes politiques violentes menées par le régime contre les ennemis présumés. Berdin a déclaré que les actions de l'entreprise, dont beaucoup se sont déroulées sur le sol américain, constituent une aide et un encouragement aux abus du régime chinois. Les plaignants affirment que Cisco s'est commercialisé en ciblant les dissidents et est devenu un facilitateur de la suppression violente de la foi par le régime, en concevant et en développant un appareil complet avec des technologies et des talents américains en échange d'un accès au marché. Le système auquel les plaignants font référence est le bouclier d'or, la plateforme de surveillance chinoise accessible dans tout le pays. Selon eux, Cisco a conçu, élaboré et fourni une assistance essentielle à la mise en œuvre et à la mise au point des projets boucliers d'or, à un moment où le régime était incapable d'en développer un par ses propres moyens. Selon les plaignants, le produit résultant est un système de surveillance capable de contrôler en temps réel les activités Internet des adeptes de Falun Gong afin d'identifier, de rassembler et de torturer les membres de ce groupe religieux. Il établit également des profils détaillés et constamment mis à jour des adeptes du Falun Gong, connus ou soupçonnés que les agents de sécurité chinois peuvent consulter partout dans le pays. Ils ont ajouté que ces informations, y compris la localisation, la famille et les contacts, aidaient le régime à rassembler les adeptes et à les contraindre à renoncer à leur foi. Le juge Morgan Christen, qui avait exprimé son désaccord, disait « Je vois plusieurs raisons valables de refuser de reconnaître une voie de recours pour avoir aidé et encouragé les actes allégués dans la plainte, et je suis profondément préoccupé par les conséquences pratiques de permettre aux plaintes des plaignants d'aller de l'avant sans écho des branches politiques. » Le plaignant de nationalité américaine, Charles Lee, a déclaré avoir été arrêté en 2003 pour avoir pratiqué le Falun Gong en Chine.
Il a déclaré avoir été battu, privé de sommeil et de nourriture et menotté dans des positions douloureuses pendant les 3 années qui a duré sa peine d'emprisonnement. Lorsqu'il a finalement été libéré en 2006, il a également été expulsé de Chine. Cisco n'a pas répondu à la demande de commentaires à temps pour la diffusion. Et un vétéran des droits de l'homme en Russie affirme que son pays se décompose dans un mélange d'absurdité et de répression. Il affirme que Poutine est un homme de guerre et que si la Russie gagne en Ukraine, le pays reculera encore plus dans le passé. Oleg Orlov déclare « Ce qui se passe actuellement en Russie est absurde. Les membres du groupe mercenaire Wagner s'en sont apparemment tirés à bon compte malgré la mutinerie, alors qu'il est poursuivi pour avoir publié un article. Orlov est l'un des défenseurs des droits de l'homme les plus respectés de Russie. Il estime que son pays est en train de régresser. Nous avons quitté le totalitarisme communiste. Mais nous sommes revenus à un autre type de totalitarisme. Je l'appelle le fascisme. Orlov, biologiste de formation, est l'un des dirigeants du groupe de défense des droits de l'homme Mémorial. Ce groupe a reçu une partie du prix Nobel de la paix l'année dernière, 1 an après avoir été interdit et dissous en Russie. Orlov estime que l'avenir de la Russie se jouera sur le champ de bataille en Ukraine. Si la Russie gagne, le régime sera préservé pendant longtemps et le pays sera confronté à une lente et longue décadence à la traîne du reste du monde. La Russie a été projetée quelque part hors du XXIe siècle. Pas même dans le XXe, mais dans le XIXe siècle, dans l'esprit de sa soi-disant élite. Selon lui, le début des années 1990 a été une période de difficulté pour le peuple russe, mais aussi une période de changement et d'opportunité. L'espoir s'est ensuite évanoui avec les guerres de Tchétchénie et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Pour Poutine, la guerre est sa technologie politique. C'est grâce à la guerre qu'il a renforcé et consolidé son pouvoir. C'est pourquoi Poutine est un homme de guerre. Poutine s'est présenté à plusieurs reprises comme un leader russe héroïque tenant tête à un Occident arrogant. Les partisans de Poutine rejettent les militants tels qu'Orlov comme les dissidents antipatriotiques de l'ère soviétique qui sont à la botte de l'Occident. Quelqu'un a peint à la bombe des graffitis pro-guerre dont un Z géant sur la porte d'entrée d'Orlov. S'ils pensent que moi et les personnes partageant les mêmes idées ne représentons personne, alors pourquoi une si grosse machine de l'État vise-t-elle à nous supprimer ? Orlov est jugé en Russie pour des articles qu'il a publiés l'année dernière et qui décrivent la Russie comme un État fasciste cherchant à se venger des humiliations perçues lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Cet homme de 70 ans risque jusqu'à 3 ans de prison. Je ne veux pas aller en prison, mais je comprends que cela peut arriver, et que c'est peut-être même inévitable. Mais que faire ? Quelle est la solution ? Demander pardon, pleurer et dire « je ne le ferai plus ». Je ne le ferai pas. La femme d'Orlov dit qu'elle était extrêmement inquiète à l'idée qu'il aille en prison. Et l'histoire que nous allons découvrir maintenant est celle d'une classe d'écoliers espagnols qui souhaitaient que leur nouvelle camarade de classe, une jeune fille handicapée originaire de Gambie, s'intègre de façon adéquate. À la suite d'une illumination de leur enseignante et du travail acharné de ses élèves, le groupe de camarades de classe s'est vu récompensé pour son travail. Lorsque Fatoumata, 14 ans, est entrée pour la première fois dans une salle de classe du nord-est de l'Espagne il y a 6 mois, elle ne parlait pas espagnol et devait composer avec un handicap physique. Voyant que Fatoumata avait du mal à communiquer, son professeur de classe et de technologie a eu l'idée de laisser les élèves imprimer en 3D une prothèse de bras pour elle. Les élèves étaient très enthousiastes. Avant, nous faisions des projets qui n'avaient pas de raison d'être, mais celui-ci en avait une. Nous allions aider une personne de notre école et de notre classe. Selon son professeur, la fabrication de la prothèse a permis à Fatoumata de tisser des liens avec les autres membres de la classe. Cela a été un tournant. À partir de ce jour-là, tout a été différent. Avant, quand elle parlait de la prothèse, elle disait en quelque sorte « oui, mais c'est plus pour mon père ». Mais quand elle a vu le bras, elle a dit « oui, je le veux ».
Les élèves de 8e ont travaillé pendant plus d'un mois sur le projet. Ils se sont répartis en groupes pour travailler sur différents éléments de la conception, de la fabrication et de la manipulation du bras prothétique. Ils ont dû faire beaucoup de recherches, acheter les composants, écrire un code et ajuster la prothèse pour qu'elle soit adaptée. Une élève montre le fonctionnement du bras. Il lève et abaisse le bras et vous pouvez le laisser dans la position que vous voulez. Et il y a un autre capteur placé dans le dos et quand vous faites le mouvement de rapprocher les omoplates, voilà ce qu'il fait. Il pince les doigts. Tout aussi important, quelques étudiants ont travaillé sur une application qui aiderait Fatoumata à traduire du sonanké à l'espagnol. Le fait de pouvoir communiquer a renforcé le respect entre les camarades de classe. Fatoumata est née et a grandi en Gambie. Elle a perdu un bras dans un accident de camion alors qu'elle n'avait que 7 ans. Son père se dit reconnaissant de la façon dont les élèves ont accueilli sa fille dans leur monde. Grâce à l'école, je pense qu'ils ont appris à la connaître en tant que personne, une personne qui avait besoin d'un bras, alors ils l'ont aidée. Je les remercie beaucoup et je suis très heureux. Les amis de Fatoumata ont reçu une récompense inattendue pour tout leur travail. L'équipe à l'origine de la prothèse de bras et de l'application de traduction a remporté un prix local de sciences et de technologie devant 28 autres écoles. Leur projet intitulé « Kit de bienvenue pour Fatoumata » a séduit les juges et leur a valu la première place. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com/fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Demain, c'est Vladia Nuitens qui reprend le flambeau. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.